Lancement officiel de sa campagne à l'élection présidentielle au Nigeria. Le président Muhammadu Buhari s'est adressé au peuple nigérian. L'homme entend poursuivre sa lutte contre la corruption. Le candidat de la majorité à la présidentielle de décembre en RD Congo a présenté son programme. Emmanuel Ramazani Shadari a promis lundi 86 milliards de dollars pour le développement du pays sur 5 ans. Après le Brexit, le Royaume-Uni aura le plein contrôle de la politique d'immigration. La première ministre britannique Theresa May, en s'adressant aux chefs d'entreprise, en a donné l'assurance. Voilà pour les titres de ce journal. Bienvenue, bonjour. Les préparatifs en vue de l'élection présidentielle au Nigeria vont bon train. Le président Muhammadu Buhari a lancé officiellement sa campagne électorale. L'homme est candidat à sa propre succession et entend poursuivre sa lutte contre la corruption. Les images. Les électeurs nigérians sont attendus aux urnes le 16 février pour élire leur nouveau président. 4 ans après la victoire historique de Muhammadu Buhari, qu'il a vu devenir le premier candidat de l'opposition au Nigeria à battre un président en place, l'homme est candidat à sa propre succession. Mais l'ancien général, âgé aujourd'hui de 75 ans, doit affronter une vague de mécontentement populaire et une opposition de plus en plus organisée. Lors du lancement de sa campagne dimanche soir à Abuja, il a affirmé avoir tenu ses promesses en termes de sécurité, d'économie et de lutte contre la corruption. Muhammadu Buhari a reconnu qu'il restait du travail à faire pour que tout le monde puisse en bénéficier et non pas seulement quelques-uns. Il faut dire que le Nigeria, premier exportateur de pétrole du continent africain, est gangréné par la corruption et ce thème sera vraisemblablement au cœur de la campagne. Dans ce nouveau programme dévoilé dimanche, le président Buhari souhaite, comme il y a 4 ans, mettre l'accent sur la création d'emplois et la diversification de l'économie pour être moins dépendant du pétrole, ainsi que renforcer le système d'éducation. Dans moins de 90 jours, 78 candidats s'affronteront pour la présidence. Mais le vrai duel se jouera entre Muhammadu Buhari et son rival du Parti populaire démocratique, Atiku Abubakar. Cet ancien vice-président d'Olusegun Obasanjo bénéficie d'un large soutien de son parti, notamment après une vague de défections au sein du parti au pouvoir. Le candidat du président sortant de la RD Congo, Joseph Kabila Kabange, Emmanuel Ramazani Shadari, a promis lundi 86 milliards de dollars pour le développement du pays sur 5 ans. Des propos tenus lors de la présentation de son programme pour l'élection présidentielle prévue le 23 décembre. L'homme a salué le bilan du président Kabila au pouvoir depuis janvier 2001 pour sa première prise de parole importante depuis sa désignation le 8 août. Suivons un extrait de son discours programme. Je suis persuadé que l'œuvre de la refondation de l'État congolais, amorcée par le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, et qui balise le chemin de notre marche à grands pas vers un Congo émergent, restera en effet la source d'inspiration de tout mon engagement politique. Le vrai défi qui se dresse devant nous n'est pas celui de l'inexistence des ressources financières, mais plutôt, le défi c'est plutôt celui de notre capacité à créer des richesses, à les mobiliser et à les protéger contre les nuages. Moi, président, je m'engage à 1. Approfondir et poursuivre les réformes des forces armées, de l'ordre et de la sécurité par l'application stricte des lois existantes. C'est, je disais, sensibiliser la communauté internationale sur le terrorisme qui a élu domicile dans le nord-est de notre pays. Et des tensions ont de nouveau agité le campus de l'université de Kinshasa. La police, elle, a dénoncé des infiltrations. Cette situation s'observe à 2 jours du lancement officiel, jeudi donc, de la campagne pour les élections prévues le 23 décembre en RD Congo.
des violences en République démocratique du Congo et cette fois, c'est l'université de Kinshasa qui en est le théâtre. En effet, depuis le 12 novembre, les étudiants de Unikin manifestent pour réclamer la levée de la grève de leurs professeurs entamée depuis 2 mois sur des questions salariales. Mais la mobilisation a tourné au vinaigre, la police ayant appliqué une répression vive. D'après des étudiants, des policiers ont tiré à balles réelles en l'air et des gaz lacrymogènes pendant que les manifestants répliquaient avec des jets de pierre. De nombreuses arrestations se sont également opérées. Pour la police, des infiltrations de voyous sont à l'origine des troubles signalés à l'université où le calme est revenu. Tous les étudiants arrêtés ont été libérés à en croire la police, mais les voyous sont restés en détention et seront remis à la justice. Une réunion des professeurs de l'Unikin est prévue ce mardi afin de déterminer la suite à donner au mouvement de grève après des négociations avec le gouvernement selon des médias locaux. 2 étudiants congolais sont morts la semaine dernière après avoir été blessés par des tirs de la police sur le campus alors qu'ils manifestaient pour la reprise des cours. Le ministre de l'Enseignement supérieur a promis que le policier qui avait tiré a été arrêté et sera jugé et condamné. En Éthiopie, un responsable d'un parti de la coalition au pouvoir accuse le Premier ministre Abiy Ahmed d'avoir ciblé des personnalités d'ethnie tigréenne dans une campagne de lutte contre la corruption au sein des services de sécurité. Debretsion Gebremichael estime que l'arrestation la semaine passée de 63 officiers de l'armée accusés de corruption et de violation des droits de l'homme était destinée à soumettre les Tigréens. Les détails. Une campagne de lutte contre la corruption au sein des services de sécurité déclenchée par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed lance la polémique au sein de sa propre coalition politique. Debretsion Gebremichael, président du Front de libération du peuple tigréen, TPLF, l'un des partis de la coalition au pouvoir, a estimé que l'arrestation la semaine passée de 63 officiers de l'armée et des services de renseignement accusés de corruption et de violation des droits de l'homme était destinée à soumettre les Tigréens. Gebremichael voit une main d'un pays étranger derrière ces arrestations de la semaine dernière. Il n'a pas nommé le pays auquel il faisait allusion, mais il pourrait s'agir de l'Érythrée, ennemi juré du TPLF, avec qui Abiy Ahmed a signé un accord de paix au mois de juillet dernier. Le TPLF, essentiellement composé de Tigréens, est l'un des partis fondateurs du Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien, la coalition au pouvoir en Éthiopie depuis 1991. Même si les Tigréens ne représentent que 6% de la population, le TPLF a longtemps été accusé de s'accaparer tous les leviers du pouvoir. Cette surreprésentation des Tigréens au sein de l'EPRDF, qui a alimenté la frustration des ethnies Oromo et Amara, a été à l'origine des manifestations antigouvernementales débutées fin 2015 et qui ont fini par faire démissionner le Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn au profit d'Abiy Ahmed, un Oromo de 42 ans à la tête de l'Éthiopie. Mesdames et messieurs, cette édition se poursuit au Tchad. L'armée a réussi à déloger l'ennemi de Miski dans le Tibesti, région du nord du pays, en proie à des violences. L'annonce a été faite ce week-end par le ministre tchadien de la Défense qui s'est rendu sur place lors d'une visite. Le ministre tchadien de la Défense, le général Daoud Yaya, a affirmé ce samedi que l'armée avait délogé et dégagé l'ennemi à Miski dans le Tibesti, région du nord du Tchad, en proie à des violences. Il a fait cette déclaration devant des troupes après une visite sur place. Nous sommes venus visiter nos forces qui sont à Miski et qui ont délogé l'ennemi, dégagé l'ennemi. Et j'appelle toute la population de Miski, ceux qui appartiennent à l'État tchadien, à la 4e République, de venir auprès des forces de défense et de sécurité et laisser le terrain libre à ceux qui veulent créer des problèmes, et nous sommes en face d'eux. La zone désertique et montagneuse du Tibesti, frontalière de la Libye et du Niger, est en proie à des tensions accrues depuis 3 mois. En août, une attaque de rebelles tchadiens depuis la Libye sur la localité aurifère de Kouri-Bouguidi, dans la même région, a été suivie d'une riposte militaire musclée. Depuis, les combats sont fréquents dans la zone.
Selon N'Djamena, le déploiement militaire vise à nettoyer les localités orifères des orpailleurs illégaux et des trafiquants d'armes ou d'êtres humains. Les combats opposent depuis plusieurs jours l'armée tchadienne à un comité autoproclamé d'autodéfense d'habitants du massif du Tibesti, un comité créé début novembre et qui proteste contre l'opération punitive de l'armée tchadienne dans la zone de Miski. Un sommet extraordinaire de l'Union africaine s'est tenu le week-end écoulé à Addis Abeba sous le signe d'une réforme institutionnelle portée par le président rwandais Paul Kagame, président en exercice de l'organisation continentale. Cette réforme vise à rendre l'Union africaine plus efficace et moins dépendante de ses sponsors internationaux. Les images. Réformer l'Afrique et donner à ses peuples l'avenir qu'ils méritent. C'est l'objectif du sommet extraordinaire de l'Union africaine qui s'est tenu ce week-end à Addis Abeba. Ce sommet, qui a rassemblé des délégations des 54 États membres de l'organisation panafricaine, s'est tenu sous le signe d'une difficile réforme institutionnelle portée par son président en exercice, le président rwandais Paul Kagame, dont le mandat d'1 an à la tête de l'organisation expire en janvier. L'Union africaine avait chargé en 2016 le leader rwandais de préparer cette réforme destinée à rendre l'organisation plus efficace et moins dépendante de ses sponsors internationaux. Paul Kagame a cherché à tailler dans les dépenses de l'organisation en limitant le nombre de sommets et de commissions et à réduire sa dépendance à l'égard des donateurs étrangers. Il a également suggéré qu'elle circonscrive ses priorités à la sécurité, la politique et l'intégration économique. Mais plus de 2 ans et 5 sommets après, plusieurs États clés sont toujours extrêmement réticents. Comment voulez-vous qu'une commission puisse mettre en œuvre son programme annuel quand à la fin de l'exercice budgétaire, elle n'est qu'à 50% de contributions? Ça, c'est une question réelle. Et en tant que tel, aujourd'hui, nous avons adopté une batterie de sanctions allant jusqu'à la suspension totale d'un État qui ne peut même plus prendre part à la conférence ou à toutes les réunions de l'Union africaine. Et ce sont des mesures graduelles. Les participants au sommet ont néanmoins réalisé une première réforme. La mise en place d'un fonds pour la paix qui devrait être doté à terme de 400 millions de dollars destinés à résoudre les crises du continent africain avant qu'elles ne se transforment en conflits de grande envergure. Mais jusqu'à présent, seulement 600 millions de dollars ont été recueillis auprès des pays africains. Je l'annonçais en titre, après le Brexit, le Royaume-Uni aura le plein contrôle de la politique d'immigration. La Première ministre britannique Theresa May, en s'adressant aux chefs d'entreprise, en a donné l'assurance ce lundi. Les 27 ont donné lundi un premier feu vert à l'accord de divorce négocié avec Londres, cible de virulentes critiques au Royaume-Uni, donnant le coup d'envoi d'une ultime semaine de tractation avant un sommet exceptionnel dimanche à Bruxelles. Les discussions ne sont pas encore closes. Les deux parties doivent désormais se mettre d'accord sur la nature des liens qu'elles garderont après le Brexit. Mais déjà, Theresa May promet de s'attaquer à l'épineuse question de l'immigration juste après le Brexit. Une fois que nous aurons quitté l'UE, nous aurons le plein contrôle de qui vient ici. Les ressortissants de l'Union européenne, quelles que soient leurs compétences et leur expérience, ne pourront plus faire la queue devant les ingénieurs de Sydney et les développeurs de logiciels de Delhi. Au lieu d'un système basé sur l'origine d'une personne, nous en aurons un qui sera basé sur les talents et les compétences qu'une personne a à offrir. Le projet d'accord sur le Brexit a valu à Theresa May plusieurs départs de son gouvernement, motivés notamment par le sort particulier réservé à la province britannique d'Irlande du Nord après la sortie de l'UE. Et ce sera tout pour ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi.